Lorsqu'une millionnaire aveugle était sur le point de signer un contrat avec son empreinte digitale, cédant tout le contrôle de sa fortune à ses enfants, une petite fille des rues fit irruption dans sa demeure en criant « S'il vous plaît, madame, ne signez pas ça! Ne signez pas, pour l'amour de Dieu !» Au moment où la fillette sauta devant la vieille dame, arrachant le document de ses mains et le déchirant en 1000 morceaux, la millionnaire ressentit un choc profond. Elle porta les mains à ses yeux, complètement incrédule. « Ce n'est pas possible, je n'arrive pas à y croire. » « Ne signez pas ça, madame Solange, vous n'êtes pas aveugle !» cria Léna, une fillette des rues âgée de 10 ans à peine, les pieds couverts de poussière et le cœur battant à tout rompre. Elle se précipita à l'intérieur du luxueux bureau où madame Solange, une femme d'environ 70 ans, tenait un stylo prête à apposer son empreinte sur une pile de documents. Solange, les yeux voilés et un foulard délicat couvrant ses cheveux gris, semblait confuse. Sa main tremblait. Avant qu'elle ne puisse réagir, une voix furieuse retentit. « Comment oses-tu entrer ici, sale gamine ?» cria Marc, le fils aîné, un homme de 42 ans, costume impeccable et regard arrogant. Amélie, la fille cadette, se leva aussitôt, le visage durci par la colère. « Exactement ! Tu ferais mieux de sortir d'ici, avant que je ne fasse venir les gardes pour te jeter dehors. » lance-t-elle, les poings serrés. Léna eut peur, recula d'un pas, mais quelque chose en elle, peut-être du courage, peut-être du désespoir, la poussa à avancer à nouveau. D'un geste rapide, elle courut jusqu'à la table, arracha les papiers des mains de la vieille dame et, sans réfléchir, les déchira sous leurs yeux. Le bruit des feuilles déchirées résonna dans la pièce. Amélie poussa un cri hystérique. « Non! Qu'est-ce que tu as fait, sale petite ordure ?» hurla-t-elle, courant vers la fillette et la poussant violemment. Léna tomba au sol. Le choc de son petit corps contre le marbre produisit un bruit sec. Elle leva les yeux, terrifiée, sans dire un mot. Solange, qui jusque-là était restée silencieuse, tenta de comprendre ce qui se passait. Sa respiration devint haletante, sa poitrine se serra. La femme porta la main à son cœur, ressentant une douleur intense qui parcourait tout son corps. Marc remarqua la panique sur le visage de sa mère et cria « Les gardes, vite, appelez une ambulance immédiatement !» En quelques secondes, des hommes en costume apparurent et s'approchèrent de la vieille dame. Avec précaution, ils la soulevèrent de sa chaise et commencèrent à la conduire vers sa chambre. Solange pouvait à peine parler. Ses yeux, autrefois perdus, semblaient maintenant chercher quelque chose. La petite sans-abri resta figée au milieu du chaos, sans savoir quoi faire. Son cœur battait si vite qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Soudain, Amélie attrapa le bras de la fillette avec brutalité et la traîna hors de la maison. « Tu n'as pas le droit d'entrer ici, sale voleuse !» criait-elle, en la tirant à travers les couloirs de la demeure. Léna tenta de se dégager, en pleurs, mais la force de la femme était bien supérieure. Arrivés à l'entrée principale, Amélie la repoussa violemment, faisant tomber la fillette sur le sol pavé. « Si je te revois encore ici, je jure que je ne réponds plus de rien !» dit-elle froidement, avant de tourner les talons et de claquer la porte si fort que le bruit résonna dans toute la cour. La petite fille des rues resta là, à terre, les yeux embués, fixant la façade du manoir. Elle s'assit sur le trottoir, respirant difficilement. « Comment je vais faire pour aider madame Solange maintenant ?» murmura-t-elle tremblante. Désolée, elle se leva et commença à marcher vers la rue. Le vent froid de l'après-midi faisait danser ses cheveux emmêlés. Léna glissa la main dans sa poche, en sortit une petite bague rouillée et la serra entre ses doigts. « Est-ce que toi, maman, tu aurais fait autrement ?» dit-elle doucement, les yeux brillants. De l'autre côté du trottoir, Olivier, l'homme d'entretien de la demeure, observait toute la scène. C'était un homme simple, vêtu d'un uniforme usé, au regard fatigué.
Lorsqu'il vit l'éclat de la bague entre les doigts de la fillette, il se figea. Il laissa tomber le sac poubelle qu'il portait et courut vers elle, le visage plein de stupeur. « Hé! Attends, petite, cette bague, où l'as-tu trouvée ?» demanda-t-il, la tenant par les épaules. Effrayée, Léna balbutia. « Je l'ai trouvée. Enfin, c'est la mienne. » dit-elle hésitante. Olivier plissa les yeux. « Comment tu t'appelles, gamine? Allez, dis-le vite !» insista-t-il, tremblant. « Léna !» répondit-elle. L'homme la lâcha, stupéfait, et sortit son téléphone de sa poche. Il tente d'appeler quelqu'un, mais ses mains tremblaient. « Attends-moi ici, ne pars pas !» dit-il, affolé. Mais en sortant le téléphone, une photo tomba de sa poche et glissa jusqu'au pied de la fillette. Léna se pencha, curieuse, et ramasse la photo. En la regardant, son visage se figea. Ses yeux se remplirent de larmes, sa respiration se coupa. « Non, ce n'est pas possible. » murmura-t-elle, la main sur la bouche. Les sanglots vinrent d'un coup, et dans ses yeux d'enfant, le passé sembla ressurgir. Léna n'avait pas toujours été une fille des rues. 2 ans plus tôt, sa vie était totalement différente. Et elle s'en souvenait comme si c'était arrivé la veille. À cette époque, elle vivait avec sa mère, Claire, dans une petite maison modeste, mais remplie d'amour. C'était le soir, et toutes deux préparaient le dîner dans la cuisine. Léna, assise à la table, épluchait des pommes de terre avec un éplucheur rouillé, tandis que sa mère remuait une casserole de ragoût fumant. « Maman, j'ai fini !» dit Léna avec un sourire fier. Claire se retourna, essuya la sueur de son front et s'approcha d'elle. « Voyons voir. Regarde-moi ça, elles sont parfaites. » s'exclama-t-elle avec un sourire chaleureux. La femme commença à couper les pommes de terre en cubes, fredonnant une vieille chanson qui emplissait toujours la maison de bonne humeur. L'odeur des épices et du repas rendait la cuisine accueillante. Mais soudain, le téléphone posé sur le canapé sonna. « Je décroche, maman !» dit Léna en courant vers le salon. Elle attrapa l'appareil et le porta à son oreille. « Allô? Qui est à l'appareil ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. De l'autre côté, une voix masculine répondit, sérieuse, demandant à parler à Claire. Léna se retourna et cria « Maman, c'est pour toi !» Claire arrive précipitamment. Elle prit le téléphone, remercia sa fille d'un signe de tête et répondit. La petite observa, intriguée. Elle essayait d'entendre ce que l'homme disait, mais les mots étaient trop bas. Sa mère, pourtant, souriait de plus en plus. Lorsqu'elle raccrocha, elle se dirigea vers la fillette, prit son visage entre ses mains et la serra fort dans ses bras. « Ma chérie, maman a réussi quelque chose d'incroyable. » dit-elle, les yeux pleins de larmes et le rire mêlé d'un soulagement profond. Léna écarquilla les yeux, intriguée. « Qu'est-ce que c'est, maman? Dis-le-moi !» demanda-t-elle, impatiente. Mais Claire secoua simplement la tête en riant. « Pas encore, ma petite. C'est une surprise. » répondit-elle en lui faisant un clin d'œil. La fillette prit un air boudeur, croisa les bras et détourna le visage, feignant l'indignation. Mais Claire se contenta de rire. Elle s'approcha, s'essuya les mains sur un torchon et passa les doigts dans les cheveux de la fillette. « Demain tu sauras, ma petite curieuse. Maintenant laisse-moi finir le dîner, d'accord ?» dit-elle en souriant encore. Elle retourna au poêle, coupant les pommes de terre et feignant d'ignorer le regard insistant de sa fille qui essayait de deviner le secret. Léna souffla, frustrée, et resta assise sur la chaise, observant la vapeur qui s'élevait de la casserole. Au fond d'elle, elle brûlait d'impatience pour le lendemain. Cette nuit-là, elle eut du mal à s'endormir. Elle se tournait et se retournait, imaginant 1000 possibilités. Une fête, une nouvelle poupée, peut-être même une promenade. Quand enfin le sommeil vint, il fut léger et agité.
Au lever du soleil, Léna ouvrit les yeux d'un bond. Son cœur battait à toute vitesse. Aujourd'hui, je vais découvrir ce que c'est. Pensa-t-elle, tout excitée. Elle courut à la cuisine encore en pyjama, mais ce qu'elle vit la fit s'arrêter net. La maison était beaucoup trop silencieuse. Sur la table, il n'y avait qu'une assiette avec du pain, du lait et une lettre pliée portant son prénom, écrit d'une main tremblante, « Léna ». La fillette s'approcha lentement. Elle tira une chaise, s'assit et déplia le papier avec précaution. Les mots semblaient flotter devant ses yeux. Chère Léna, maman est partie chercher ta surprise. Attends-moi bien sagement jusqu'à mon retour. Je t'ai laissé ton petit déjeuner sur la table. Mange tout, je reviendrai très vite. Léna finit la lecture et resta un moment à fixer le billet, pensive. Alors la surprise est vraiment grande. Murmura-t-elle en posant son menton sur ses mains. Pourtant, elle sourit. Elle était certaine qu'elle entendrait bientôt le bruit des clés tournant dans la serrure. Elle s'installa devant la télé et commença à manger. Pendant que le lait refroidissait, les dessins animés défilaient à l'écran, colorés et joyeux. Le temps passa. Les programmes pour enfants se terminèrent et la télévision diffusait maintenant le journal du matin. L'ennui commençait à se faire sentir. Maman met vraiment longtemps. Pensa-t-elle en regardant par la fenêtre. Le soleil était déjà haut, mais aucune ombre n'apparaissait sur le trottoir. Elle attrapa son kit de dessin, un cadeau reçu pour son dernier anniversaire, et s'assit sur le sol de sa chambre. Elle commença à gribouiller sur des feuilles colorées, essayant d'apaiser son impatience. Les heures passèrent, et la journée semblait s'allonger sans fin. Et si le cadeau était si grand qu'elle ne pouvait pas le porter toute seule? Murmura-t-elle, essayant de rire de son imagination. Mais, malgré ses efforts, elle n'arrivait pas à imaginer quelque chose qui puisse prendre autant de temps. Lorsque l'après-midi céda la place à la nuit, Léna sentit son estomac gargouiller. La faim se faisait plus forte et la maison restait vide. Elle a dû être retardée, mais elle va rentrer? Se dit-elle, en se servant le reste du petit déjeuner. Puis elle s'enroula dans une couverture et resta à fixer le plafond, le cœur serré. Est-ce que maman va bien? Chuchota-t-elle, tandis que les larmes coulaient en silence. Est-ce qu'elle est partie au ciel, comme papa? Elle n'avait jamais connu son père. Elle savait seulement ce que sa mère racontait, qu'il était mort avant sa naissance. Elle ferma les yeux et pleura jusqu'à s'endormir, serrant son oreiller contre elle. Le lendemain arriva, et avec lui, un peu d'espoir. Léna courut vers la porte dès le matin, persuadée qu'elle verrait sa mère revenir avec le fameux cadeau. Mais la rue était déserte. Aucune trace de Claire. Les jours passèrent. Aucune nouvelle, aucun bruit de clé, aucun câlin. La fillette apprit, toute seule, à faire chauffer le lait, à cuire un œuf, à préparer du riz en regardant les émissions de cuisine à la télévision. Pourtant, chaque repas semblait incomplet, sans la présence de sa mère. Le soir, elle s'asseyait près de la fenêtre et regardait le ciel, murmurant. « Maman va revenir. Oui, elle va revenir. » Un mois s'écoula. La nourriture dans le placard disparut, le réfrigérateur se vida et la faim devint douloureuse. Léna s'assit sur le sol de la cuisine et parla tout haut. « Si j'attends encore, elle va revenir et il n'y aura plus rien à manger. Je dois trouver de la nourriture, sinon elle sera triste. » Elle enfila ses vieilles chaussures, attacha maladroitement les lacets et sortit déterminée dans la rue. Le matin était froid. Le vent décoiffait ses cheveux pendant qu'elle marchait sur les trottoirs. Elle passa de boutique en boutique, demandant quelque chose à manger. « Madame, vous auriez un morceau de pain? Juste un petit peu, s'il vous plaît. » demandait-elle d'une voix timide. Certaines personnes détournaient le regard. D'autres lui donnaient quelques petites pièces. Parfois, quelqu'un demandait «
Où est ta maman, petite? Tu es toute seule? Léna souriait et répondait toujours la même chose. Elle est partie me chercher une grande surprise, mais aujourd'hui, elle revient. J'en suis sûre. C'est à ces moments-là qu'elle remarquait les regards pleins de pitié. Les gens sortèrent leur téléphone de leur poche, chuchotaient et s'éloignaient lentement. Elle n'en comprenait pas la raison et continuait simplement à marcher, s'accrochant à son espoir. La journée s'acheva sans grand résultat. Léna compta les pièces dans sa main, à peine de quoi acheter un petit sac de riz. Elle l'acheta, rentra chez elle, lava une casserole et fit ce qu'elle savait faire. L'odeur était faible, mais suffisante pour calmer sa faim. Ensuite, elle s'allongea sur le canapé et s'endormit. Le lendemain matin, de forts coups frappés à la porte la réveillèrent. Son cœur s'emballa. « C'est maman !» pensa-t-elle, souriante. Elle courut pieds nus et tourna la poignée. Mais ce n'était pas clair. C'était une femme d'allure élégante, les cheveux bien coiffés, bien que son tailleur soit légèrement froissé. Elle portait un grand sac rempli de papiers et de dossiers. Son sourire était triste. Bonjour, tu dois être Léna, n'est-ce pas? Je suis Georgette, assistante sociale. Je suis venue parler à ta maman. Elle est à la maison? Demanda-t-elle d'une voix douce. Léna cligna des yeux, confuse, mais répondit poliment. Elle est sortie, mais elle va revenir. Vous pouvez repasser plus tard si vous voulez. La femme regarda la fillette avec compassion. Je peux attendre un petit moment, ma chérie? Demanda-t-elle. Léna hésita, baissa les yeux et répondit. D'accord. Entrez. Dès que la femme entra, elle observa autour d'elle. L'endroit était en désordre. Des emballages vides dans l'évier, des assiettes empilées, des vêtements éparpillés. L'assistante sociale sortit un petit carnet de sa poche et commença à prendre des notes discrètement. Léna s'en aperçut et se hâta d'expliquer. « Vous n'allez pas dire à ma maman que j'ai mis du désordre, hein? Je promets que je rangerai tout quand elle reviendra. » La femme s'accroupit pour être à sa hauteur et demanda avec tendresse. « Depuis combien de temps ta maman est partie, Léna? » La fillette se gratta la tête, pensive. « Eh bien, ça fait quelques jours, mais c'est parce qu'elle m'apporte une surprise très grande et très lourde. Je sais qu'elle va revenir. » L'assistante sociale garda les yeux fixés sur la fillette pendant quelques secondes, puis elle se leva lentement et s'éloigna, allant jusqu'à la fenêtre. Elle sortit son téléphone et commença à passer des appels, le visage de plus en plus inquiet. Léna resta immobile, sans comprendre, observant la femme parler à voix basse avec quelqu'un à l'autre bout du fil. Des heures plus tard, le bruit d'une voiture se garant devant la maison brisa le silence. Léna courut jusqu'à la fenêtre et vit deux hommes en costume sortir du véhicule, accompagnés d'un autre plus âgé qui tenait une planchette à pince. Ils entrèrent directement, sans frapper, et montèrent les escaliers. « Qu'est-ce que vous faites? Cria la fillette désespérée, courant derrière eux. Elle tenta de les rattraper, mais l'assistante sociale la retint fermement par le bras. « Calme-toi, Léna. Tu ne peux pas monter maintenant. » dit-elle en essayant de la calmer. « Mais ils touchent aux affaires de ma mère. » répondit-elle, en pleurs, se débattant. La femme baissa simplement la tête, incapable de la regarder dans les yeux. Ce jour-là, la petite fille fut emmenée de force dans une voiture officielle et conduite à un foyer municipal. Sur le dossier, il était écrit « Enfant abandonné par sa mère ». L'endroit était froid, avec des murs écaillés et de hautes fenêtres. Dans le couloir, des voix d'enfants résonnaient, mêlant pleurs et rires. Léna fut installée dans un dortoir collectif avec d'autres filles, toutes à peu près du même âge. Les premiers jours, elle essaya de parler, mais personne ne semblait intéressé. Certaines la regardaient avec méfiance, d'autres riaient en cachette. « Ma maman va venir me chercher bientôt. Elle est juste en retard. » disait Léna,
essayant de s'en convaincre. Les filles riaient. L'une d'elles, aux longues tresses et aux regards provocateurs, se moquait. « Mais non! Personne ne revient ici. Ta mère t'a laissé tomber, la crasseuse. » Avec le temps, les moqueries empirèrent. Un après-midi, alors qu'il pleuvait dehors, Léna revint de la cour toute sale. On l'avait poussée dans une flaque de boue. Elle tenta de se relever, mais les rires éclatèrent de plus belle. « Regardez la petite crasseuse! Tu veux un autre bain de boue ?» criaient les autres, en riant et en la repoussant. Trempée et humiliée, elle retourna dans sa chambre en tremblant. Elle enleva son manteau lourd, essuya son visage avec un chiffon et se regarda dans le petit miroir fêlé à côté du lit. « J'en ai marre de tout ça. » dit-elle à voix basse, nettoyant la boue de sa peau. Elle prit un change et continua, la voix brisée. « Maman ne me retrouvera jamais si je reste ici pour toujours. Il faut que je rentre à la maison. Elle dort. » Cette même nuit, elle attendit que tout le monde dorme. Elle remplit un sac à dos de quelques vêtements et de ses rares trésors. La bague qui appartenait à sa mère et un petit ours en peluche gris, cadeau de son père avant sa mort. C'était le seul objet qui lui faisait encore se sentir en sécurité. Elle regarda le portail du foyer, haut et rouillé. Son cœur battait à tout rompre. « Pardon, Madame Georgette, mais je ne peux pas rester ici. » murmura-t-elle, se souvenant du nom de l'assistante sociale. Elle escalada le mur avec difficulté et disparut dans l'obscurité de la rue. La marche fut longue, le vent froid fouettait son visage, mais la fillette avançait, déterminée. Lorsqu'elle arriva enfin chez elle, la scène la brisa intérieurement. Une grande pancarte. À louer était accrochée au portail. La porte était verrouillée par un cadenas. Léna frappa, appela sa mère, mais personne ne répondit. Épuisée, elle s'assit sur le trottoir. Les larmes coulaient sans retenue. « Pourquoi, maman? Pourquoi tu m'as laissée toute seule ?» sanglota-t-elle, serrant son ours contre elle. L'écho de sa propre voix fut la seule réponse. À partir de ce jour, elle commença à errer dans les rues. Elle dormait sur les trottoirs, dans les parcs ou sous les auvents. Elle cherchait sa mère dans chaque visage, à chaque coin de rue, sans jamais abandonner. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Et maintenant, 2 ans plus tard, cette photo qu'Olivier avait laissée tomber semblait un signe. C'était la même image qui autrefois décorait le mur de leur ancienne maison. Léna et sa mère, souriant côte à côte. Le cœur de la fillette s'arrêta presque en la voyant. « Comment il a eu cette photo ?» pensa-t-elle, les larmes aux yeux. Avant qu'elle ne puisse poser la question, le bruit d'une sirène fendit l'air. L'ambulance arriva en trombe devant le portail du manoir. Les secouristes coururent jusqu'à l'entrée, où Solange était transportée sur une civière. La vieille dame gémissait de douleur, le visage pâle, les mains tremblantes, tentant de retenir la couverture qui la recouvrait. Léna observait de loin, le cœur serré. « C'est moi qui lui ai fait ça ?» pensa-t-elle, sentant le sol disparaître sous ses pieds. Les lumières rouges et bleues clignotaient sur son visage, se reflétant dans ses yeux humides. Amélie et Marc passèrent en courant, le regard plein de fureur. Pendant un instant, Léna crut qu'ils allaient s'abder et se jeter sur elle, mais les secouristes les en empêchèrent. Même ainsi, la haine dans leurs yeux suffisait à la faire trembler. Olivier le remarqua. Il courut jusqu'à la fillette, la saisit par le bras et la tira à l'écart. « Je ne sais pas ce que tu leur as fait pour qu'ils te regardent comme ça, petite. Mais il vaut mieux venir avec moi, avant qu'ils ne reviennent. » dit-il fermement, sans lui laisser le temps de répondre. Ils marchèrent vite jusqu'à une voiture simple garée près du portail. L'homme ouvrit la portière et dit « Monte, je vais t'emmener là où se trouve ta mère. » Léna le regarda, surprise, mais décida de lui faire confiance. Elle sentit qu'elle pouvait compter sur lui, malgré l'étrangeté de la situation.
Elle rangea la photo dans sa poche et monta à bord. Le véhicule démarra, suivant de près l'ambulance qui s'éloignait déjà sur la route. En chemin, Olivier demanda « Dis-moi, petite, comment tu t'es retrouvée dans ce manoir? Et qu'est-ce qui est arrivé à Madame Solange pour qu'elle soit dans cet état? Ses enfants avaient l'air de vouloir te tuer. » Léna resta silencieuse quelques secondes. Le vent de la fenêtre ouverte ébouriffait ses cheveux, et elle regardait l'horizon sans savoir par où commencer. J'ai essayé de la sauver, mais ils ne m'ont pas laissé faire. Répondit-elle d'une voix tremblante. Olivier fronça les sourcils sans comprendre. Sauver? Qu'est-ce que tu veux dire par là, petite? Léna prit une profonde inspiration et commença à raconter. Après m'être enfuie du foyer et avoir trouvé ma maison fermée, j'ai commencé à dormir devant les supermarchés. Tous les jours, je me réveillais tôt, j'attendais l'ouverture et je mendiais. Certaines personnes me donnaient des pièces, d'autres un peu de nourriture. Je voulais juste survivre, jusqu'à retrouver ma mère. Elle fit une courte pause, le regard perdu. Mais avec le temps, les gens se sont habitués à moi. Ils ont cessé de me regarder, faisaient des semblants que je n'existais pas. Certains disaient qu'ils n'avaient pas d'argent, d'autres me disaient juste de partir. Il y a même eu des gens qui se sont plaints aux propriétaires des magasins. Et j'ai fini par être chassée. Olivier l'écoutait en silence, le visage grave. La fillette poursuivit, déterminée, les larmes coulant sur ses joues. Le seul endroit où je pouvais demander, sans qu'on me chasse, c'était une petite supérette, près d'un quartier riche. J'y restais assise toute la journée, avec une petite boîte dans les mains. Elle tourna la tête vers lui et ajouta « C'est là que j'ai rencontré Madame Solange. » Olivier se retourna, surpris. « La même dame que celle de l'ambulance ?» Léna acquiesça. Un jour, elle est passée sur le trottoir. J'ai demandé quelques pièces. Elle m'a dit d'attendre qu'elle reviendrait. La fillette soupira et s'essuya le visage du revers de la main. J'avais déjà entendu ça avant. Les gens disaient toujours qu'ils allaient revenir, mais ils ne revenaient jamais. Pourtant, je suis restée. Je n'avais nulle part où aller. Ouah. Les souvenirs envahirent son esprit. Quelques minutes plus tard, la vieille dame revint. Elle tenait un grand sac dans les mains et son sourire doux adoucissait les marques du temps sur son visage. Elle s'arrêta devant la fillette et posa le sac à côté d'elle. « Tiens, j'ai apporté quelques petites choses pour toi, ma chérie. Il y a des fruits, des biscuits et du yaourt. La prochaine fois, j'en apporterai encore plus, d'accord ?» dit Solange d'une voix douce et paisible. Léna resta sans voix. C'était nouveau pour elle. Quelqu'un était vraiment revenu. Pendant un instant, elle la regarda simplement, les yeux pleins d'émotion. « Elle est vraiment revenue. » pensa-t-elle, retenant ses larmes. Elle ne put rien dire, se contenta d'un petit sourire timide. Solange remarqua l'éclat dans ses yeux et comprit tout sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Elle fit un léger signe de tête, se retourna et s'éloigna calmement, disparaissant parmi les passants du trottoir. Léna attendit quelques secondes avant d'ouvrir le sac. Une pomme et une banane? Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé de fruits, je ne me souviens même plus du goût. Murmura-t-elle, émue. Avec précaution, elle ramassa les provisions et marcha jusqu'à la ruelle où elle avait l'habitude de dormir. L'endroit se trouvait entre une crèche et une petite papeterie. C'est là que Léna avait improvisé ce qu'elle appelait sa maison. Une cabane faite de planches de bois ramassées à la décharge, appuyée sur 4 caisses, 2 de chaque côté, qui servaient à de mur. Ce n'était ni beau ni sûr, mais c'était tout ce qu'elle avait depuis que son ancienne maison avait été vidée et mise en location. Il vaut mieux que je partage ce que j'ai gagné aujourd'hui, sinon je n'aurai plus rien à manger dans quelques jours. Dit-elle à voix basse, en s'asseyant sur une pile de carton. Elle commença à sortir les provisions du sac
et à les compter une par une. 6 pommes, 2 barquettes de yaourt et une grappe de banane. Elle réfléchit un instant et fit ses calculs à sa manière. Je vais manger une pomme maintenant, 2 bananes ce soir. Demain matin, je prendrai 2 yaourts. Comme ça, je peux déjeuner, dîner et souper pendant 6 jours. Satisfaite de son plan, elle prit une pomme et en croqua une bouchée. Le goût sucré emplit sa bouche et pendant quelques secondes, elle oublia la dureté de la vie. Elle attrapa son petit ours en peluche gris, celui que sa mère disait être le dernier cadeau de son père, le serra contre elle et s'allongea. Elle utilisa une pile de carton aplati comme matelas et resta à regarder le ciel, laissant le temps passer. Le lendemain matin, elle se réveilla au son lointain des enfants, jouant dans la crèche d'à côté. Elle ouvrit 2 petits pots de yaourt et prit son petit déjeuner, tout en marchant vers l'avant de la boutique, là où elle passait ses journées à mendier. Les heures s'étirèrent et la chaleur accablait l'asphalte. Quand elle regarda le petit pot vide, elle réalisa que toute la journée ne lui avait rapporté que 2 pièces. Elle soupira et secoua la tête. Encore une mauvaise journée. Mais si j'arrive à gagner au moins 2 € par jour jusqu'à ce que la nourriture soit finie, je pourrai acheter d'autres bananes. Murmura-t-elle, essayant de se motiver. L'horloge de la pharmacie d'en face indiquait 3 heures de l'après-midi quand elle décida de partir. Elle était fatiguée, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Solange réapparut, marchant calmement, son sac à main sur l'épaule et le même sourire bienveillant qu'avant. « Les fruits sont déjà finis, ma petite ?» demanda-t-elle en s'arrêtant à ses côtés. Léna resta muette. Ses yeux s'écarquillèrent, son cœur s'emballa. « Elle est revenue encore ?» pensa-t-elle, stupéfaite. Elle balbutia un peu avant de réussir à répondre. « J'ai seulement mangé 3 fruits hier. Il m'en reste encore pour 4 jours. » Solange fronça les sourcils, intriguée. 4 jours? Mais pourquoi as-tu si peu mangé depuis hier? J'ai acheté ces fruits pour que tu manges à ta faim, ma chérie. La fillette baissa la tête, gênée. Je ne voulais pas tout finir trop vite. Alors j'en ai gardé un peu pour les jours suivants. Répondit-elle, serrant ses mains sur ses genoux. Solange soupira, émue par l'innocence de la petite. Elle s'accroupit jusqu'à être à sa hauteur et posa une main tendre sur sa tête. « Oh, ma pauvre enfant, la vie a déjà dû être bien dure avec toi. » dit-elle, les yeux embués. Elle marqua une pause et ajouta « Tu sais, tes yeux me rappellent ceux de mon fils aîné, quand il faisait une bêtise à l'école et venait me demander pardon. » Léna leva le visage, surprise, un petit sourire naissant sur ses lèvres. Solange lui rendit son sourire et demanda doucement « Et si je t'emmenais manger quelque chose maintenant, hein? Un vrai déjeuner. » La fillette écarquilla les yeux, n'en croyant pas ses oreilles. Jamais personne ne lui avait fait une proposition aussi gentille. « Vraiment? Je peux? » demanda-t-elle, presque sans voix. « Bien sûr que tu peux. Viens, suis-moi. » répondit Solange en se levant et en lui tendant la main. « Oui, madame. Mais comment vous appelez-vous? » demanda Léna, curieuse. La vieille dame sourit. « Solange. Je m'appelle Solange. » La fillette prit la main de la vieille dame et se leva. Elles marchèrent ensemble jusqu'à une petite brasserie voisine sous les regards curieux des passants. Léna marchait un peu derrière, d'un pas timide, incapable de cacher son anxiété et sa peur d'être chassée. Dès qu'elles entrèrent, Solange choisit une table près de la fenêtre et s'assit. Léna fit un pas en avant, mais avant qu'elle ne puisse s'approcher, un serveur lui barra le passage. « Hé, écoute-moi bien, petite. Nos clients veulent te manger tranquille. Ce n'est pas un endroit pour venir mendier, compris ?» dit le jeune homme d'un ton sec. Léna essaya d'expliquer, la voix tremblante. « Mais j'ai été invitée. » Le serveur leva les yeux au ciel
et commença à la pousser doucement vers la porte, essayant d'éviter un scandale. « Allez, allez, je ne veux pas d'histoire, d'accord? Sors d'ici avant que le gérant ne te voie. Tchac !» Mais avant que la fillette ne soit complètement repoussée dehors, une main ferme attrapa le bras du serveur. Solange se tenait juste derrière lui, le regard calme mais autoritaire. « Excusez-moi, jeune homme, » dit-elle d'un ton maîtrisé. Le serveur se retourna, surpris. « Vous êtes en train d'importuner mon invité. Pourriez-vous arrêter de la bousculer, s'il vous plaît? Ou dois-je en parler à la direction? » Le silence tomba dans la brasserie. Tous les regards se tournèrent vers cette dame élégante, vêtue avec raffinement, dont les bijoux brillaient sous la lumière du salon. Le serveur pâlit, ne sachant quoi répondre. « Pardonnez-moi, madame. Je ne savais pas quelle était votre invitée. C'est que... on voit souvent cette petite dehors et... » Solange l'interrompit en levant la main. « Ce n'est pas grave. J'espère simplement que cela ne se reproduira pas. Maintenant, prenez notre commande, s'il vous plaît. » Le jeune homme acquiesça rapidement, rouge de honte. « Bien sûr, madame. Toutes mes excuses encore. Je reviens tout de suite avec le menu. » dit-il avant de s'éloigner précipitamment. Léna resta immobile, incapable de croire ce qui venait de se passer. Elle regarda Solange avec admiration, le cœur battant à tout rompre. « Vous m'avez défendu! Personne n'avait jamais fait ça avant !» murmura-t-elle en s'asseyant lentement. Solange lui adressa un sourire tendre, posa la main sur la sienne et répondit. « Et plus jamais personne ne te manquera de respect devant moi. D'accord? Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes manger? » Léna esquissa un petit sourire, essayant de cacher le bonheur qui l'envahissait. C'était une sensation nouvelle. Quelqu'un se souciait enfin d'elle. Elle s'assit correctement, s'installa sur la chaise et regarda timidement le menu. La millionnaire croisa les mains sur la table et demanda avec douceur. « Alors, jeune fille, qu'est-ce que tu veux commander? » La fillette resta silencieuse quelques secondes, observant les photos des plats. Elle avala sa salive et répondit « Est-ce que je peux prendre un plat complet et un morceau de gâteau ?» Solange eut un large sourire et porta la main à sa bouche pour étouffer un petit rire. « Bien sûr que oui, ma chérie. Commande ce que tu veux, de quoi bien remplir ton petit ventre. » La fillette lui rendit un sourire éclatant, les yeux brillants. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas vraiment mangé. L'idée même d'un plat chaud de riz et de haricots lui semblait un rêve lointain. Pendant qu'elles attendaient le serveur pour prendre la commande, Solange l'observait avec tendresse. À chaque geste de la petite, elle voyait quelque chose de familier, un sentiment qui éveillait en elle une affection qu'elle ne comprenait pas encore. Le silence doux entre elles fut rompu lorsque la vieille dame demanda « Dis-moi, petite, qu'est-il arrivé à ta maman, ne... » Sa voix était douce, sans curiosité intrusive, simplement empreinte d'intérêt sincère. « Si c'est trop difficile à raconter, ce n'est pas grave. Je suis juste un peu curieuse. » Léna baissa la tête. La question la prit de court. Pendant quelques secondes, la peur l'envahit. Parler de sa mère avait toujours causé des ennuis. La dernière fois qu'elle l'avait fait, on l'avait renvoyée au foyer. Elle resta silencieuse, tordant ses mains. Puis elle regarda Solange. Dans les yeux de la vieille dame, il n'y avait ni jugement, ni pitié, seulement de la compassion. « Peut-être qu'elle n'est pas comme les autres, » pensa-t-elle. Elle prit une grande inspiration et commença à parler. « Ma maman a disparu. Elle m'a dit qu'elle allait chercher une surprise et qu'elle reviendrait plus tard. Mais elle n'est jamais revenue. Elle n'a jamais donné de nouvelles. » Sa voix tremblait, mais elle continua. « Les enfants du foyer disaient qu'elle m'avait abandonnée, mais je sais que ce n'est pas vrai. Elle n'aurait jamais emporté ses affaires, ni laissé la maison comme ça. » Solange écoutait chaque mot avec le cœur serré.
Elle tendit la main par-dessus la table et prit celle de la fillette avec douceur. « Écoute, ma petite, les choses vont s'arranger, d'accord ?» dit-elle avec tendresse. Léna leva les yeux, à la fois confuse et pleine d'espoir. Solange sourit et ajouta « Voilà ce qu'on va faire. Désormais, on sera amis. Tous les jours, je viendrai te voir. On mangera quelque chose, ensemble, jusqu'à ce que ta maman revienne. Qu'en dis-tu » Pendant un instant, Léna resta immobile. Puis, un immense sourire illumina son visage, le plus beau et sincère que cet endroit ait jamais vu. « Vraiment? Vous feriez ça pour moi ?» demanda-t-elle, les yeux embués de larmes. « Bien sûr, ma chérie. C'est une promesse. » répondit Solange en lui serrant la main. À partir de ce jour, la routine des deux changea complètement. Chaque après-midi, à 3 heures précises, Solange passait devant le supermarché. Léna l'attendait déjà, assise au même coin, son petit ours en peluche sur les genoux. Ensemble, elles allaient à la brasserie, partageaient un repas, riaient et discutaient. Solange laissait toujours un peu d'argent à la fillette, et parfois, elle arrivait avec des vêtements, un sac de couchage ou des pulls chauds. Peu à peu, entre elles, naquit quelque chose de plus fort que l'amitié, un lien de tendresse, presque comme celui d'une mère et de sa fille. Mais le temps apporta aussi une inquiétude. Léna commença à remarquer de petits changements chez Solange. Parfois, la vieille dame trébuchait sur une marche qu'elle montait autrefois sans effort. D'autres fois, elle se trompait de direction ou renversait un verre sans s'en rendre compte. « Vous allez bien, Madame Solange ?» demandait Léna, inquiète. « Oh, je suis juste un peu fatiguée, ma chérie. L'âge vient toujours avec quelques faux pas. » disait Solange en essayant de minimiser. Avec les semaines, les faux pas devinrent des chutes. Et ce n'était pas tout. La mémoire de la vieille dame commençait aussi à faiblir. Un jour, elle regarda Léna et l'appela par un autre prénom. « Amélie, ma fille, passe-moi cette serviette, s'il te plaît. » Léna eut un petit rire timide. « C'est Léna, Madame Solange. Amélie, c'est votre fille, vous vous souvenez ?» La femme cligna plusieurs fois des yeux, confuse. « C'est vrai. Ah, cette vieille tête n'est plus ce qu'elle était. » dit-elle en riant pour cacher son trouble. Malgré tout, elles continuèrent à se voir. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose changea. Solange arriva en retard. Léna l'attendait au même endroit que d'habitude. L'horloge marquait 3h30, puis 4, et toujours rien. Le soleil commençait à descendre quand elle aperçut une silhouette familière s'approchant lentement. « Madame Solange !» cria-t-elle de loin, en agitant la main avec force. Elle courut vers elle, le cœur soulagé. « Je croyais que vous ne viendriez plus aujourd'hui. » La millionnaire esquissa un sourire fatigué et se pencha pour l'embrasser. « Amélie, ma princesse, je ne manquerai nos rendez-vous pour rien au monde. » Léna laissa échapper un petit rire et répondit avec douceur. « C'est Léna, Madame Solange. Amélie, c'est votre fille cadette, vous vous souvenez ?» La vieille dame porta la main à son front et secoua la tête, un peu gênée. « C'est vrai, ma mémoire me joue des tours. Mais peu importe, allons manger. J'ai tellement envie d'une part de flan. » Les deux marchèrent ensemble jusqu'à la brasserie. Elles s'assirent à leur table habituelle et commandèrent leur repas. Pendant qu'elles mangeaient, elles parlaient de choses simples. Le temps, le va-et-vient de la rue, les oiseaux qui passaient devant la fenêtre. Léna rit plusieurs fois, mais remarqua que la vieille dame semblait plus faible, sa respiration plus lourde. Quand elles terminèrent de manger, Solange sortit son portefeuille de son sac pour payer l'addition. Tandis qu'elle comptait l'argent, la porte de la brasserie s'ouvrit brusquement. Un homme et une femme entrèrent précipitamment, appelant à haute voix. « Maman, maman, vous êtes ici !»
Léna se retourna. C'étaient Marc et Amélie. Le sang de la fillette se glaça. Marc s'approcha rapidement et attrapa le bras de sa mère. « Vous voilà. Il faut rentrer, maman. Je vous ai déjà dit que vous ne pouviez pas sortir seul dans votre état. » Sa voix sonnait plus comme un ordre que comme une inquiétude. Solange tenta de dire quelque chose, mais il la tirait déjà vers la sortie. Au milieu de la confusion, le portefeuille de la vieille dame tomba au sol, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Léna, qui avait tout vu, se baissa aussitôt pour le ramasser. « Madame Solange, vous avez fait tomber ?» commença-t-elle en s'approchant. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, Amélie s'avança et lui barra le passage. Son regard était dur, plein de mépris. « Alors, c'est toi, la gamine qui vole ma mère tous les jours », dit-elle, crachant presque les mots. Léna resta figée, ne comprenant pas. Non, je n'ai jamais... tenta-t-elle d'expliquer. « Ça suffit! Dégage !» Mais Amélie ne la laissa pas finir. D'un geste sec, elle la repoussa violemment. Cria-t-elle avant de tourner les talons et de suivre son frère vers la sortie. Léna resta étendue sur le sol, le portefeuille dans les mains et le regard perdu. Les larmes coulaient silencieusement. Le bruit des pas de Solange, qu'on traînait vers la sortie, résonnait comme un adieu. Tous dans la brasserie restèrent figés quelques secondes, observant la scène sans comprendre ce qui venait de se passer. Le silence fut brisé seulement par le bruit des chaises qu'on déplaçait. Le serveur, le même qui avait traité Léna avec dureté, s'approcha, hésitant. « Hé, ça va, petite ?» demanda-t-il. Léna ne répondit pas tout de suite. Elle était perdue, le cœur battant à tout rompre, essayant de comprendre ce qu'il venait de se passer. Ses yeux restaient fixés sur la porte par laquelle Marc et Amélie avaient emmené Madame Solange de force. La seule personne qui lui avait tendu la main venait d'être arrachée à elle, et elle n'en connaissait pas la raison. Ce fut alors qu'elle remarqua quelque chose dans sa main, le portefeuille de Solange. Elle le regarda, confuse. « Le portefeuille, elle l'a laissé tomber. » murmura-t-elle à peine. La fillette se leva précipitamment, sortit quelques billets du portefeuille et les posa sur la table pour payer le repas des deux. « Au moins ça !» souffla-t-elle, en courant vers la sortie. Dehors, le soleil se couchait déjà, colorant le ciel d'orange. Léna traversa le parking à toute vitesse, le vent faisant voler ses cheveux. « Attendez, il faut que je vous rende quelque chose !» cria-t-elle, courant derrière la voiture noire qui commençait à démarrer. Mais le véhicule ne s'arrêta pas. Marc accéléra sans regarder en arrière. Amélie, assise à côté, ne tourna même pas la tête. La voiture disparut au coin de la rue, ne laissant derrière elle que l'odeur d'essence et la poussière soulevée par les pneus. Léna resta là, immobile, regardant la fumée se dissiper dans l'air. Elle sentait son cœur se briser lentement. C'était la seule personne qui s'était vraiment souciée de moi depuis que maman est partie, pensa-t-elle, les larmes aux yeux. Elle s'assit sur le trottoir, épuisée. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai mis ces enfants en colère? Se demande-t-elle. Elle se souvenait des moments où Solange parlait d'eux, toujours avec tendresse, les appelant « mes deux trésors ». Mais pourquoi l'ont-ils emmené comme ça? Sans réponse, elle se releva lentement et marcha dans les rues jusqu'à la ruelle où elle vivait. La petite cabane de bois, couverte de draps et décorée avec les cadeaux de Solange, paraissait plus triste que jamais cette nuit-là. Elle entra, s'allongea dans le sac de couchage que la vieille dame lui avait offert et serra son ours en peluche contre elle. « Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» murmura-t-elle en fermant les yeux fatigués. Au milieu de la nuit, un bruit métallique la réveilla en sursaut. Une boîte était tombée dehors, un chat fouillait les poubelles devant la ruelle. Encore à moitié endormie, elle tourna la tête
et vit quelque chose briller sous la faible lumière du lampadaire. Le portefeuille de Solange, toujours dans sa main. « J'ai encore son portefeuille !» dit-elle doucement en se redressant. Elle ouvrit la fermeture éclair avec précaution, fouilla à l'intérieur et trouva quelques papiers, de vieilles photos et une reconnaissance de dette pliée. Elle lut le papier et vit qu'une adresse y était inscrite. « Peut-être que si j'y vais, je pourrai la revoir une dernière fois. » pensa-t-elle, pleine d'espoir. Elle glissa le papier dans sa poche et se leva. L'air de la nuit était glacial, mais rien n'était plus fort que son désir de retrouver son amie. Tandis qu'elle marchait dans la rue déserte, les paroles d'Amélie résonnaient dans sa tête. « Alors, c'est toi, la gamine qui volait ma mère tous les jours ?» Léna accéléra le pas, les poings serrés. « Est-ce que je me suis servie d'elle ?» pensa-t-elle, le cœur lourd. Elle se rappelait des cadeaux, des repas, des étreintes. Elle m'a toujours donné des choses, et moi je n'ai jamais rien offert en retour. J'ai juste tout accepté. Est-ce que j'ai été égoïste ? Le doute la rongeait. Mais alors, elle se souvint du regard doux de Solange, de sa voix apaisante, de la façon dont elle l'écoutait parler de sa mère, sans jamais la juger. Non, elle m'aimait, je le sais, dit-elle pour se rassurer. Un léger sourire se dessina sur son visage en repensant à un moment drôle. Madame Solange a failli manger sa soupe avec un couteau en pensant que c'était une cuillère. Elle éclata d'un petit rire qui résonna dans la rue vide, effrayant un chien errant au passage. Non, je ne me suis pas servie d'elle. Elle m'a traitée avec gentillesse et moi, je voulais juste rester près d'elle. Dit-elle à voix haute, comme si elle parlait à une présence invisible. Elle sortit l'anneau de sa mère de sa poche et le serra fort. Il faut que je parle à ces enfants. Si je leur explique tout, ils comprendront. Et alors, je pourrai revoir Madame Solange. Déterminée, Léna continua d'avancer. Le trajet semblait interminable. Les lampadaires clignotaient et le bruit lointain des voitures résonnait dans les rues désertes. Après une longue marche, Léna arriva enfin à l'adresse inscrite sur le papier. Elle s'arrêta devant le portail et écarquilla les yeux. C'était un immense manoir, entouré d'un mur haut et d'un jardin éclairé. Les fenêtres portaient des rideaux dorés et le portail en fer forgé semblait briller sous la lumière. « Waouh! Madame Solange habite ici !» murmura-t-elle, impressionnée. Elle inspira profondément et appuya sur le bouton de l'interphone. Un grésillement retentit avant qu'une voix masculine ne se fasse entendre de l'autre côté. « Qui es-tu, petite ?» demanda l'homme d'un ton ferme. Léna regarda autour d'elle, nerveuse. « Comment vous savez que je suis une fille ?» demanda-t-elle, intriguée. Un soupir agacé se fit entendre dans le haut-parleur. « Il y a une caméra dans le coin du portail, gamine. Je te vois d'ici. Maintenant parle, qu'est-ce que tu veux et qui es-tu » La fillette leva les yeux et aperçut la petite lumière rouge clignotant sur l'objectif de la caméra. « Je suis Léna, l'amie de Madame Solange. Elle a oublié son portefeuille à la brasserie tout à l'heure. Et je suis venue le lui rendre. J'ai aussi besoin de parler à ses enfants. » L'homme resta silencieux quelques secondes. Le cœur de Léna battait si fort qu'il résonnait dans sa poitrine. « Montre un document appartenant à Madame Solange qui est dans le portefeuille. » ordonna-t-il après un court instant. Léna obéit. Elle ouvrit le portefeuille et en sortit une carte d'identité. « Voilà! Je la montre, » dit-elle, tenant le papier devant l'interphone. Mais la voix répliqua sèche. « Montre-le à la caméra, gamine. Là, dans le coin. » Elle leva rapidement la tête vers la direction indiquée, leva le document d'une main tremblante et le garda immobile quelques secondes. Un clic métallique retentit. Le portail venait de se déverrouiller. La voix de l'homme revint, plus calme cette fois. « Madame Solange m'a parlé de toi. Ses enfants t'attendant dans le salon. Un agent de sécurité va t'accompagner.
Le cœur de Léna se glaça. Ils savent déjà que je suis venue? Pensa-t-elle, troublée. La lourde structure en fer s'ouvrit lentement, dévoilant le jardin illuminé par de petites lampes au sol. Du portail latéral surgit un homme grand et robuste, vêtu d'un costume noir, le visage impassible. « Viens avec moi, petite », dit-il en lui faisant signe d'entrer. Dès qu'elle franchit la porte du manoir, Léna resta bouche bée. L'endroit était encore plus splendide à l'intérieur qu'elle ne l'avait imaginé. Tout brillait. Le sol en marbre reflétait la lumière des lustres dorés et un parfum délicat de fleurs fraîches emplissait l'air. Les couloirs étaient longs, ornés de tableaux précieux et de meubles si impeccables qu'ils semblaient inutilisés. Chaque pas de la fillette résonnait et elle se sentait minuscule dans cette immensité. Le garde la fit monter par un large escalier, puis traverser 2 longs couloirs silencieux avant d'arriver enfin au salon. Là, le luxe atteignait son apogée. Fauteuils de velours rouge, rideaux épais et une cheminée éteinte décorée de portraits de famille. Marc et Amélie étaient déjà là. Mais Solange, elle, n'y était pas. Les deux regardèrent la fillette comme si sa simple présence les dérangeait. « Assieds-toi » dit Marc en désignant froidement le canapé. Léna obéit, s'asseyant lentement, l'air inquiet. Marc croisa les jambes et s'installa dans un fauteuil inclinable. « Bien, petite. Je suppose que ma mère t'a déjà parlé de moi à un moment ou à un autre. » dit-il d'une voix arrogante. Elle était froide, calculée, presque théâtrale. « Elle t'a aussi beaucoup mentionné ces derniers temps. Mais pour être honnête, cela ne me plaît pas autant qu'à toi. Franchement, j'aimerais que tu cesses de voir ma mère malade. » Léna baissa les yeux, incapable de répondre. Amélie, assise dans un coin, ne cachait pas son mépris. Elle la fixait avec indifférence, comme si elle avait mieux à faire. Le garde restait immobile derrière elle, la surveillant, comme si Léna pouvait voler toute la maison d'un simple geste. Respirant profondément, la fillette tenta de se défendre. « Je ne vole rien, ni ne profite de Madame Solange. Je suis juste venue parce que, quand vous l'avez emmenée de la brasserie, elle a laissé tomber son portefeuille. » dit-elle, tendant l'objet entre ses mains tremblantes. Amélie ouvrit de grands yeux et, avant même que Marc ne réagisse, cria de colère. « Tu vois, frère ? Je te l'avais dit, cette petite peste volait notre mère. Regarde-la, avec son portefeuille. Cette fille est une voleuse. » Le cri résonna dans tout le salon. Léna se recroquevilla instinctivement, effrayée. Le portefeuille glissa de ses mains et tomba au sol. Marc se leva rapidement, ramassa l'objet et l'ouvrit, comptant l'argent à l'intérieur. « Tous les jours, depuis que je suis petit, maman met toujours 4 billets de 20 dans son portefeuille avant de sortir. » dit-il d'une voix calculée. « Et ici, il n'y en a que 2. Alors voilà, hein, tu as profité de la première occasion pour lui voler. » Léna se releva d'un bond, paniquée. « Non! C'est pas ça! J'ai utilisé cet argent pour payer le repas qu'on a mangé! Je n'ai rien volé! » Amélie s'approcha furieuse, ses talons résonnant sur le sol. Sans prévenir, elle leva la main et gifla violemment la fillette. Le bruit sec coupa l'air. Léna chancela d'un pas en arrière, tenant sa joue. « M-E-N-S-O-N-G-E » hurla Amélie. « Je suis sûre que tu faisais chanter ma mère depuis le début pour obtenir ce que tu voulais. Ma mère est une femme distinguée. Elle ne perdrait jamais son temps avec une gamine des rues comme toi. » Léna resta muette. Sa joue brûlait et les larmes commencèrent à couler. Elle voulait répondre, mais sa gorge était serrée. Aucun mot ne semblait assez fort pour les convaincre. Ils ne voulaient pas écouter, seulement accuser. Marc soupira, exaspéré. « Écoute-moi bien, gamine, je ne veux plus te voir tourner autour de ma mère. Le mieux, c'est que tu partes maintenant.
dit-il en faisant signe au garde. L'homme acquiesça et s'approcha, tendant la main pour attraper la fillette par le bras. Mais à cet instant, quelque chose se brisa en Léna. La peur se transforma en désespoir. Elle fit volte-face et s'élança de toutes ses forces. « Il faut que je lui parle !» cria-t-elle en courant dans le couloir. Le garde tenta de l'attraper, mais la fillette était rapide. Elle bondit par-dessus les fauteuils luxueux, renversant des coussins et des vases sur son passage. Le bruit des objets brisés résonna dans toute la demeure. « Attrape cette gamine, maintenant !» rugit Marc. La petite fille des rues esquivait comme elle pouvait, glissant sur le sol en marbre, sautant par-dessus les tables et poussant tout ce qu'elle trouvait. Un vase se fracassa au sol, le bruit du verre éclatant résonnant comme un tonnerre. Le garde, massif et lent, peinait à la suivre. Léna connaissait bien le jeu de la fuite. La rue lui avait tout appris. Elle courut jusqu'à apercevoir un escalier au fond du couloir et monta sans se retourner. Les pas lourds de l'homme résonnaient derrière elle. Mais chaque seconde gagnée comptait. Essoufflée, elle atteignit le 3e étage. Les murs y étaient plus étroits, couverts de vieux portraits. « Il faut que je me cache !» pensa-t-elle en balayant la pièce du regard. C'est alors qu'elle vit, au plafond, une petite corde pendue. Elle tira dessus de toutes ses forces et une échelle escamotable descendit en grinçant. « C'est ça !» murmura-t-elle et grimpa rapidement. Arrivée dans le grenier, elle tira l'échelle à l'intérieur et referma l'ouverture, plongeant l'endroit dans la pénombre. L'air y était étouffant, saturé d'une odeur de bois ancien. Elle regarda autour d'elle et aperçut plusieurs cartons empilés. L'un d'eux, énorme, était ouvert, rempli de morceaux de mousse, avec un vase en porcelaine posé dessus. « Ça fera l'affaire !» pensa-t-elle. Elle retira le vase, entra dans la boîte, se blottit parmi la mousse et reposa le vase sur le dessus. Sa respiration était courte, son cœur battait à toute allure. Peu après, elle entendit le bruit de l'échelle qu'on tirait à nouveau. Des pas lourds résonnèrent sur le plancher du grenier. Léna ferma les yeux et resta immobile. Elle pouvait entendre la respiration du garde, le craquement du bois. Les pas se rapprochèrent. Le couvercle de la boîte s'ouvrit. La fillette retint son souffle. Le garde regarda à l'intérieur. Il ne vit que de la mousse et un vase. Il grogna quelque chose entre ses dents, referma la boîte et redescendit l'échelle, qui fut aussitôt repliée. Le silence revint. Léna expira lentement, tout son corps tremblant. « On dirait qu'il est parti », pensa-t-elle. Elle sortit prudemment de la boîte, reprenant son souffle. Le cœur encore battant, elle attrapa une petite lampe torche qu'elle trouva dans un coin et commença à explorer l'endroit. Le grenier était rempli d'objets anciens. Une radio couverte de poussière, une vieille télévision à tube, un lecteur de cassettes cassé et plusieurs valises empilées. Tandis qu'elle éclairait les étagères, quelque chose de rose attira son attention. Au-dessus d'un vieux meuble, il y avait un petit carnet recouvert d'un tissu passé. Léna s'approcha, tendit le bras et saisit l'objet. Elle souffla sur la poussière et lut la couverture. « Est-ce que c'était important pour quelqu'un ?» murmura-t-elle en l'ouvrant avec précaution. Les pages étaient jaunies, couvertes d'une écriture soignée accompagnée de vieilles dates. La fillette en feuilleta 1, 2, 3, puis réalisa ce qu'elle tenait entre les mains. C'était un journal intime. En tournant les pages jaunies, quelque chose attira son attention. Parmi les notes et les ratures, il y avait un petit dessin au stylo. Un garçon et une fille se tenant par la main, avec un cœur dessiné entre eux. Léna fronça les sourcils, intriguée. Elle passa doucement le doigt sur le dessin et commença à lire le texte de cette page. « Cher journal, aujourd'hui, Marc et moi étions dans le jardin quand sa mère est arrivée. Il a semblé un peu nerveux et a dit qu'il me demandait juste de nettoyer une tâche qu'il avait vue dans la cuisine.
Mais Madame Solange a esquissé un petit sourire et s'en est allée. Je crois qu'elle se doute de quelque chose, mais cela ne me dérange pas. Au contraire, j'aimerais tant que cette relation puisse être mise en pleine lumière. Léna termina sa lecture, pensive. Il n'y avait pas de signature, mais l'écriture lui semblait étrangement familière. Cette écriture, je l'ai déjà vue quelque part ? Murmura-t-elle, les sourcils froncés. Elle rangea le journal avec précaution sous sa chemise. Je lirai la suite plus tard. Maintenant, je dois voir si Madame Solange va bien. Ah, pensa-t-elle. La maison était silencieuse. Léna abaissa doucement l'échelle escamotable, les mains tremblantes, et commença à descendre du grenier, sans faire de bruit. Chaque grincement du bois faisait battre son cœur plus fort. Arrivée en bas, elle regarda autour d'elle. Le couloir était vide, et le tic-tac lointain de l'horloge du salon résonnait dans les pièces. d'accord. C'est maintenant ou jamais. Dit-elle à voix basse, respirant profondément. Elle marcha lentement à travers les longs couloirs, le sol en marbre froid sous ses pieds. Les portes alignées se ressemblaient toutes. Léna supposa qu'il s'agissait des chambres. Elle se pencha et commença à regarder à travers chaque serrure, essayant de découvrir où se trouvait Solange. À une porte, elle aperçut de la lumière. Elle approcha son visage et jeta un coup d'œil. Son cœur faillit s'arrêter. À l'intérieur, Marc et Amélie discutaient à voix basse. « Mince !» pensa-t-elle en reculant d'un pas. Mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, quelque chose venant de la pièce la fit s'arrêter. Les voix étaient étouffées, mais le ton était lourd. Léna colla son oreille contre la porte, curieuse. À chaque phrase qu'elle entendait, son visage changeait. D'abord la confusion, puis la colère, et enfin la stupéfaction. Leurs mots semblaient un froid, calculés, remplis d'intentions cachées. Elle essayait de tout comprendre, mais avant qu'elle n'y parvienne, des pas se rapprochèrent. Marc marchait vers la porte. Léna ouvrit grand les yeux et recula précipitamment. Elle se glissa silencieusement dans la pièce voisine et entra sans bruit. Elle resta cachée derrière la porte, retenant son souffle, jusqu'à entendre la voix de Marc dans le couloir. « Tout est prêt, Amélie. Allons lui parler maintenant, » dit-il. Leurs pas s'éloignèrent. Quand le silence retomba, Léna sortit de sa cachette et se mit à les suivre discrètement. Elle avançait lentement, se dissimulant derrière les colonnes et les grands vases de porcelaine. Légère, fine et agile, elle était parfaite pour passer inaperçue. Les deux enfants marchèrent jusqu'au bout du couloir et s'arrêtèrent devant une grande porte en bois sombre. Marc frappa une fois et entra, suivi de sa sœur. Léna s'approcha prudemment. Elle appuya son oreille contre la porte, le cœur battant à tout rompre. Bientôt, elle reconnut la voix douce et affaiblie de Solange. « Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce que tu viens faire dans la chambre de ta maman ?» dit-elle d'un ton serein et fatigué. « Comment vous sentez-vous, maman ?» demanda Marc, essayant de paraître affectueux. Un court silence suivit, puis Solange répondit avec un long soupir. « Plus ou moins, mon fils. Je viens juste de me réveiller de ma sieste, mais je ne vois plus rien. Le médecin dit que c'est à cause de la maladie, mais je ne comprends toujours pas comment c'est arrivé. J'étais tellement en bonne santé. » La vieille dame rit doucement avant de poursuivre. « Tu te souviens, quand je vous traînais, ta sœur et toi, pour assister à mes matchs de volley avec mes amis? À cette époque, tu avais même une petite amie, la domestique qui travaillait ici, tu te rappelles? » Léna écarquilla les yeux derrière la porte. Son cœur s'emballa. Ce qu'elle venait d'entendre confirmait ce qu'elle avait lu dans le journal. Marc toussa, essayant de dissimuler son trouble. « Ce n'était pas ma petite amie, maman. On était juste amis, rien de plus. Et pour être franc, je ne veux plus la revoir. » Solange esquissa un léger sourire, sans vraiment y croire. « Oh, mon chéri, je vous ai déjà surpris plus d'une fois seuls tous les deux.
Inutile de mentir. dit-elle en riant doucement. C'est dommage que ça n'ait pas marché. C'était une gentille fille. Le visage de Marc se ferma. Léna pouvait sentir l'irritation dans sa voix quand il répondit « Bon, maman, je ne suis pas venu pour parler de ça. On a quelque chose de plus sérieux à régler. » Le bruit de papier posé sur le lit résonna dans la chambre. « Depuis que vous avez perdu la vue, ce que le médecin avait d'ailleurs prévu, on a pensé qu'il serait préférable de transférer les droits de propriété des entreprises et de la maison à moi et à Amélie. Comme ça, on peut tout gérer pendant que vous vous rétablissez. » Un long silence suivit, puis la voix confuse de Solange. « Mais de quelles entreprises tu parles, mon chéri? Et puis, où suis-je? Je ne reconnais pas ce lit. » Léna colla encore plus son oreille contre la porte, le cœur serré. Marc prit une grande inspiration et tira une chaise pour s'approcher de sa mère. « Maman, vous êtes atteinte d'Alzheimer, » dit-il, d'une voix faussement compatissante. « Vous ne vous souvenez plus très bien des choses. C'est votre maison ici. Vous l'avez achetée quand votre 3e filiale a dépassé le 1 million. Vous avez 6 entreprises prospères, souvenez-vous. Amélie et moi, on travaille dans 2 d'entre elles. Mais maintenant, vous êtes trop malade pour gérer tout ça. On a donc besoin de votre empreinte pour pouvoir tout reprendre en main. » Derrière la porte, Léna porta la main à sa bouche, choquée. « Ils veulent qu'elle signe ?» pensa-t-elle, la peur grandissant. À l'intérieur, Solange sembla retrouver un instant de lucidité. « Bien sûr, je me souviens. Tu m'en as parlé. Tu as raison, mon fils. Je vais signer. Il suffit de mon empreinte, c'est ça? Tu peux m'aider? » Léna retint son souffle. Elle entendit le son d'un tampon d'encre qu'on posait sur la table. « C'est ça, maman. Mettez juste votre doigt ici, d'accord ?» Solange s'apprêtait à apposer son empreinte quand Léna, submergée par le désespoir, ne put se contenir plus longtemps. Elle ouvrit la porte d'un coup, la faisant claquer contre le mur, et cria « Ne signez pas ça, Madame Solange! Vous n'êtes pas aveugle !» Après le cri, Léna courut jusqu'à la table et déchira les papiers de ses mains tremblantes, empêchant Solange de signer quoi que ce soit. Les feuilles se dispersèrent sur le sol, et le bruit du papier qu'on déchirait résonna dans la chambre comme une explosion. Marc resta figé une seconde, puis Amélie hurla de rage. « Qu'est-ce que tu as fait, petit imbécile ?» Mais avant qu'il ne puisse réagir, Solange porta la main à sa poitrine. Son visage pâlit et son corps se mit à trembler. « Maman, maman, qu'est-ce qui se passe ?» cria Marc en la saisissant par les épaules. Amélie courut chercher de l'aide, mais tout alla trop vite. Solange était en train de faire une crise cardiaque. Tandis que les enfants hurlaient à l'aide, Léna resta figée, terrorisée. « C'est moi qui ai provoqué ça !» pensa-t-elle, les yeux pleins de larmes. Le son de l'ambulance arriva quelques minutes plus tard, se mêlant aux cris de panique. Solange fut placée sur une civière et emmenée d'urgence à l'hôpital. Ce fut à ce moment-là que Léna, tremblante, retrouva Olivier. Après avoir écouté toute l'histoire, l'homme coupa le moteur du véhicule et la regarda, sérieux, mais compatissant. « Je comprends. Alors, c'est comme ça que tu es arrivé au manoir. Et c'est pour ça que les enfants de Madame Solange étaient si furieux contre toi. » dit-il en se grattant le menton. « Franchement, je vois que tu as hérité d'un sacré talent pour te mettre dans les ennuis. Toi et ta mère, vous êtes pareils là-dessus. » Léna le regarda, confuse, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire à propos de sa mère. Olivier soupira et ajouta « On réglera ça plus tard. Pour l'instant, on a quelque chose de plus important. On est arrivé. » Il désigna une petite maison simple, aux fenêtres éclairées et au petit jardin fleuri. « C'est ma maison. Et la femme que tu as vue sur la photo, comme tu t'en doutes déjà, c'est ta mère. »
Les mots mirent quelques secondes à faire sens. Léna resta sans voix, les yeux écarquillés. Ma mère. Répéta-t-elle presque en chuchotant, comme si elle n'osait pas y croire. Son cœur battait si vite qu'il lui faisait mal. La mère qui avait disparu 2 ans plus tôt, celle pour qui elle avait pleuré toutes les nuits, se trouvait là, à quelques mètres d'elle. Des milliers de pensées traversèrent au-dessus de son esprit. Avait-elle vraiment été abandonnée? Ou était-il arrivé quelque chose d'horrible? Quoi qu'il en soit, la réponse se trouvait derrière cette porte. Olivier remarqua l'état de la fillette et posa une main sur son épaule. « Allez, viens. Tu vas tout comprendre. » Il tourna la poignée et ouvrit la porte, laissant Léna entrer. Dès qu'elle fit un pas à l'intérieur, une odeur familière emplit l'air. Le parfum d'un repas fait maison, le même qui lui rappelait ses jours heureux avec Claire. Cette simple sensation fit remonter une vague de souvenirs. Les yeux de la fillette se mirent à piquer. Avant qu'elle ne puisse parler, une voix résonna depuis la cuisine. « Chérie, tu es rentrée ?» Le son fit bondir le cœur de Léna. Des pas se rapprochèrent dans le couloir, et bientôt, une femme apparut dans l'encadrement de la porte. Un tablier noué à la taille, les cheveux attachés, l'expression douce et paisible. C'était Claire. Léna la reconnut immédiatement. Le temps sembla s'arrêter. Les larmes jaillirent avant même qu'elle ne puisse les retenir. « Maman !» murmura-t-elle d'une voix brisée. Claire s'immobilisa. Pendant quelques secondes, elle resta figée, fixant la fillette sans bouger. Son sourire s'effaça lentement, remplacé par un mélange de stupeur et d'émotion. « Léna !» souffla-t-elle. Les jambes de la femme tremblèrent. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle s'effondra au sol. « Maman! Maman! Réveille-toi !» cria Léna en courant vers elle. Elle s'agenouilla près de sa mère, la secouant avec désespoir. « S'il te plaît, ne pars pas encore !» Olivier s'approcha rapidement et l'écarta doucement. « Calme-toi, calme-toi. Ça lui arrive parfois quand elle se souvient de quelque chose du passé. Elle va se réveiller dans un instant. » Il prit Claire dans ses bras et la porta jusqu'à la chambre, la déposant délicatement sur le lit. Léna resta debout sur le seuil, le cœur battant, les yeux fixés sur sa mère inconsciente. « Qu'est-ce que vous vouliez dire par « quand elle se souvient de quelque chose, hein ?» demanda-t-elle sans la quitter des yeux. Olivier soupira, passa une main sur son visage et répondit « Viens, je vais t'expliquer. » Il sortit de la chambre et alla jusqu'à la cuisine, où il s'assit à la table. Léna le suivit en silence et prit place en face de lui. L'homme commença à parler lentement, la voix basse, comme s'il portait un souvenir lourd. « Il y a 1 an et demi, j'ai trouvé ta mère sur la route entre le manoir et chez moi. Je rentrais à moto quand j'ai vu quelqu'un marcher au milieu de la chaussée. Au début, j'ai voulu passer mon chemin, mais j'ai remarqué qu'elle était blessée. Alors, je me suis arrêté. » Il fit une pause, revoyant la scène. « En m'approchant, j'ai vu que c'était ta mère. Elle avait une vilaine blessure à la tête, des bleus partout. On aurait dit qu'elle avait été agressée. » Léna porta la main à sa bouche, horrifiée. « Mon Dieu !» Je l'ai emmenée chez moi, puis à l'hôpital. Mais personne ne savait qui elle était. Elle n'avait aucun papier, rien. Elle se souvenait seulement de son prénom, Claire. Il inspire profondément. La seule chose qu'elle avait sur elle, c'était une photo d'elle et d'une petite fille d'environ 8 ans. C'était toi, Léna. La photo était froissée, mais ton visage restait reconnaissable. » Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur le visage de la fillette. Elles tombaient sans qu'elle puisse les retenir. Olivier poursuivit, tentant de garder son calme. « On a essayé de te retrouver. On a cherché dans les foyers,
dans les rues, partout. On est même allé au foyer où tu avais été placé, mais ils ont dit que tu t'étais enfui des mois plus tôt. Alors, on ne t'a jamais retrouvé. Léna resta silencieuse. Son visage était trempé, son regard perdu. Les morceaux du puzzle commençaient enfin à s'assembler. Tout ce qu'elle avait vécu dans la rue, la peur, la solitude, tout aurait pu être différent. Olivier attendit, sans savoir quoi dire. Il resta simplement là, à côté d'elle, lui offrant le silence et sa présence. Puis un son doux vint du couloir. La porte de la chambre s'ouvrit lentement. Claire apparut. Les yeux brillants de larmes, le visage pâle, les mains tremblantes. Elle regarda Léna et murmura « Léna, je me souviens. Je me souviens de tout. Léna, c'est toi, ma fille. » Léna se leva d'un bond et courut vers elle. Elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, pleurant sans pouvoir s'arrêter. La fillette sanglotait, répétant le même mot à travers les larmes. « Maman, maman, je savais que tu reviendrais pour moi. » Claire la serra fort, le visage couvert de larmes. « Je n'ai jamais cessé de te chercher, mon amour. Jamais. » Olivier observait en silence, les yeux humides. Après quelques minutes, Claire s'assit à la table avec eux, tenant toujours la main de sa fille. Elle essuya ses larmes et parla d'une voix tremblante. « Je me souviens de tout, et je me souviens de ce qui m'est arrivé. Je sais qui a fait ça. » Léna et Olivier échangèrent un regard tendu. L'air dans la cuisine devint lourd. Claire prit une profonde inspiration, prête à révéler ce qui la hantait depuis si longtemps. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, l'histoire continuait. Dans une chambre d'hôpital, Solange ouvrait lentement les yeux. Le bip constant des machines remplissait la pièce. Amélie était assise, à côté du lit, anxieuse, tenant la main de sa mère. Marc, debout près de la porte, se rongeait les ongles, nerveux. La vieille dame cligna plusieurs fois des yeux, cherchant à comprendre où elle se trouvait. Et en reconnaissant le visage de son fils, elle murmura d'une voix faible. « Marc, qu'est-ce que tu as fait ?» Solange était allongée sur le lit d'hôpital, le visage pâle et le corps affaibli. Le bruit du moniteur cardiaque dominait le silence de la chambre. Amélie, assise à côté, tenait une pile de papiers, essayant de dissimuler son anxiété. « Maman, vous vous souvenez de moi ?» demanda-t-elle, forçant un sourire. Solange, sans voir sa fille, resta tournée vers le plafond. « Oui, Amélie, je me souviens de toi, ma princesse. Tu caches encore les yeux de maman, chérie ?» dit-elle d'une voix faible, mais douce. Amélie déglutit. Pendant un instant, elle sentit son cœur se serrer, mais retrouva vite son ton froid. « Non, maman, je ne cache pas vos yeux. Vous êtes devenue aveugle à cause de la maladie. Vous vous souvenez. » L'expression de la vieille millionnaire changea. Son sourire s'effaça lentement, remplacé par une profonde tristesse. « Oui, je me souviens. Je ne vois plus rien. C'est la cécité. » Amélie esquissa un petit sourire, profitant de la confusion de sa mère. « C'est ça, maman. La cécité. Et à cause de ça, vous ne pouvez plus vous occuper des affaires de la famille. Vous avez décidé de laisser à Marc et à moi la responsabilité de tout gérer. » Elle leva lentement les papiers. « Il suffit de signer ces documents avec votre empreinte. » Solange tendit la main, tâtonnant l'air jusqu'à trouver les papiers. « Ah, c'est donc ça, ma chérie? Très bien. Si c'est le mieux pour notre famille, n'est-ce pas? » Amélie saisit la main de sa mère et prit le tampon d'encre. Mais avant que le doigt de la vieille dame ne touche l'encre, la porte s'ouvrit brusquement. « Police! Personne ne bouge !» Olivier entra le premier, suivi de 2 policiers en uniforme. Il pointa directement vers les 2 enfants et dit d'une voix ferme. « Ce sont eux.
Arrêtez-les. Marc et Amélie restèrent figés, stupéfaits. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Cria Marc en essayant de se lever. À ce moment-là, la porte s'ouvrit de nouveau et une voix enfantine retentit. « Mamie Solange !» Léna entra en courant, les yeux remplis de larmes, et courut jusqu'au lit. Marc s'interrompit aussitôt. Il resta figé en entendant ce mot. « Mamie ?» répéta-t-il, abasourdi. Il tourna la tête et en voyant celle qui se tenait à côté des policiers, il pâlit. C'était Claire. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla-t-il, la voix tremblante en la pointant du doigt. Claire, calme et avec un léger sourire, répondit. « Je suis revenue pour te hanter, mon cher. » Amélie, encore perdue, regarda son frère et demanda, confuse. « C'est la femme de ménage que tu fréquentais, Marc? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et pourquoi y a-t-il autant de policiers ?» Claire fit un pas en avant, le regard ferme, et déclara. « C'est très simple, ma chère. En plus d'être un menteur, ton frère est un assassin. » Amélie pâlit, tournant lentement la tête vers son frère. « Comment ?» murmura-t-elle, incrédule. « Qu'est-ce que tu veux dire par assassin, espèce de folle ?» hurla Marc, tentant garder contenance. Claire prit une grande inspiration, regarda tout le monde autour d'elle et commença à révéler ce qu'elle gardait en elle depuis plus de 10 ans. « Il y a 12 ans, j'étais employée de maison dans le manoir de Madame Solange. » dit-elle d'une voix ferme, bien que ses yeux fussent embués. « C'est là que j'ai rencontré Marc. À l'époque, c'était un homme ambitieux. Il travaillait dans les entreprises de sa mère et semblait avoir un bon cœur. » Elle marqua une pause, inspira profondément avant de poursuivre. « Quand il m'a vue, il a été charmé. Et moi, je suis tombée amoureuse. » Amélie écarquilla les yeux, sous le choc. Solange, allongée sur le lit, serra les draps entre ses mains sans comprendre. « Et qu'est-ce qui s'est passé, ma fille ?» demanda-t-elle faiblement. Claire continua son récit. « Nous avons commencé à nous fréquenter en secret. Il disait ne pas vouloir que personne ne le sache, parce qu'il pensait que vous, Madame Solange, ne toléreriez pas la différence de classe. Mais avec le temps, j'ai compris que vous saviez tout, et que ça ne vous dérangeait pas. Vous avez toujours été juste et bienveillante. » Léna, debout près du lit, fixait le visage de sa mère. La voix de Claire se fit plus grave. « Un jour, j'ai décidé de le confronter. Je lui ai demandé pourquoi il me cachait. Il a nié avoir honte de moi. Il m'a dit qu'il voulait seulement me protéger du regard des riches et des ragots. Il a ajouté qu'il avait besoin de temps. » Elle fit une longue pause. « Il m'a demandé 10 ans. 10 ans pour atteindre le sommet, hériter des entreprises de sa mère et être enfin libre de m'assumer. » Olivier, adossé au mur, croisa les bras. Amélie semblait ne pas croire un mot de ce qu'elle entendait. « Et tu as accepté ça ?» demanda-t-elle, stupéfaite. Claire hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « J'étais amoureuse. Je l'ai cru. Et pour ne pas nuire à la carrière de l'homme que j'aimais, j'ai disparu de sa vie. J'ai quitté le manoir, je suis partie, et j'ai commencé à travailler dans une autre ville. » Sa voix se brisa un instant. « Mais quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. » Léna déglutit, le cœur battant. Claire tourna le visage vers elle et lui sourit tendrement. « De toi, mon amour. » La fillette retint ses larmes, la gorge nouée. Claire reprit une grande respiration avant de continuer. Être enceinte d'un homme riche, quand on est domestique, pouvait ruiner sa réputation. Je le savais. Alors j'ai caché ma grossesse, en attendant le bon moment pour lui dire. J'ai attendu 8 ans. Amélie porta la main à sa bouche, horrifiée. Marc restait muet, transpirant à grosses gouttes. 8 ans plus tard, il était devenu un grand homme d'affaires. Alors j'ai décidé de le retrouver. Je voulais qu'il connaisse l'enfant qu'il avait. Je l'ai appelé plusieurs fois. Au début, il semblait heureux. Il disait qu'il voulait me revoir, qu'il voulait parler. Elle reprit, la voix lourde. Ce soir-là, avant ma disparition, le téléphone a sonné. C'était lui.
Solange, en entendant cela, porta la main à sa poitrine, bouleversée. « Marc ?» murmura-t-elle, presque inaudible. « Oui, Madame Solange. Votre fils. » répondit Claire d'une voix ferme. « Il m'a donné rendez-vous à l'hôtel. Il disait vouloir parler et me présenter à la famille. Je l'ai cru, je pensais que ma fille allait enfin avoir un père. » La pièce se remplit de silence. Léna tremblait, les mains serrées. Claire ferma les yeux un instant avant de poursuivre. Mais quand je suis arrivée là-bas, il m'a droguée. Il m'a ligotée, bâillonnée et m'a emmenée dans un entrepôt près du manoir. Sa voix se mit à trembler. Il avait peur. Peur de perdre son héritage, peur que sa mère découvre tout, peur du scandale. Et pour résoudre ça, il a décidé de se débarrasser de moi. Amélie se leva, horrifiée. « C'est un mensonge ! Marc, dis-lui que c'est un mensonge !» cria-t-elle en se tournant vers son frère. Mais le lâche ne répondit pas. La sueur coulait sur son front et son visage était blanc comme la craie. Olivier, toujours présent, fit un pas en avant. Nous avons des témoins, des preuves et le journal que la petite Léna a trouvé dans le grenier. Tout confirme ce qu'elle dit. Solange se mit à pleurer. « Mon Dieu, mon propre fils !» murmura-t-elle en serrant le drap entre ses doigts. Léna, les yeux pleins de larmes, prit la main de sa grand-mère. Claire s'avança jusqu'à Marc et s'arrêta juste devant lui. « Tu as détruit ma vie, mais tu ne détruiras plus personne. La vérité a enfin éclaté. » Marc baissa la tête, vaincu. Amélie, en larmes, recula jusqu'au mur. Pendant 5 longs mois, Marc avait gardé Claire enfermée dans un hangar isolé. L'endroit était humide, froid, et sentait la rouille. Chaque semaine, il venait, apportant un peu de nourriture et beaucoup de menaces. Durant tout ce temps, la femme subit toutes sortes d'humiliations. Marc criait, disant qu'elle avait ruiné sa vie et qu'elle ne quitterait jamais cette prison vivante. Les marques sur le corps de Claire racontaient l'histoire qu'elle n'avait jamais voulu vivre. Jusqu'à ce qu'un soir, particulièrement violent, il perde le contrôle. Il frappa sa tête avec une telle force que le son résonna contre les murs du hangar. Claire s'effondra sur le sol, inerte. Marc, haletant, regarda le corps et crut avoir accompli ce qu'il avait toujours menacé de faire. « Maudite, tu m'as forcé à faire ça !» murmura-t-il, essuyant la sueur de son front. Mais la peur d'être découvert le paralysa. Il n'avait ni le courage, ni les moyens de se débarrasser du corps. Alors, croyant qu'elle était déjà morte, il détacha le corps fragile, le déposa sur le sol et quitta les lieux, décidé à revenir avec de quoi dissimuler le crime. Mais Claire respirait encore. Même sans force, elle commença à reprendre conscience. La douleur à la tête était insoutenable, sa vue trouble. Elle ouvrit les yeux juste au moment où elle sentit quelque chose de froid toucher sa peau. De la terre. Marc était en train de l'enterrer dans une fosse peu profonde. « Non !» tenta-t-elle de dire, mais sa voix ne sortait presque plus. Il jetait la terre sans se rendre compte qu'elle vivait encore. Quand il s'éloigna, persuadé que tout était terminé, Claire utilisa le peu d'énergie qu'il lui restait pour creuser désespérément. La terre pesait, l'air manquait, mais son instinct de survie était plus fort. À force de courage, elle réussit à sortir de la tombe. Titubant, couverte de terre, elle parvint à s'échapper. Mais les coups portés à sa tête laissèrent de graves séquelles. Elle perdit la mémoire peu après s'être évanouie au bord de la route, là où Olivier la retrouverait quelques jours plus tard. À présent, face aux policiers, Claire raconta chaque détail. La chambre d'hôpital fut plongée dans un silence lourd. Amélie pleurait dans un coin, tandis que Marc gardait le visage tourné, évitant le regard des agents. Quand elle termina son récit, Olivier fit un signe de tête. Un des policiers s'approcha et passa les menottes à Marc.
L'homme ne résista pas. Il était brisé. Tandis qu'on l'emmenait, Claire le regardait en silence. Amélie, livide, s'effondra sur une chaise, secouant la tête. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que mon frère ait pu faire une chose pareille, dit-elle en sanglotant. Mais à sa grande surprise, les policiers commencèrent à marcher vers elle également. Amélie se leva, confuse. « Qu'est-ce que vous faites ? Je n'ai rien fait !» créait-elle, essayant de se dégager. Léna, déterminée, fit un pas en avant. « Toi non plus, tu n'y échapperas pas. J'ai entendu tout votre plan. » Amélie devint livide. « Quel plan ?» balbutia-t-elle, tremblante. Mais Léna continua, la voix tremblante mais ferme. « Quand je me suis cachée dans le manoir, j'ai entendu toi et ton frère parler de la maladie de Madame Solange. » Elle se tourna vers sa grand-mère, qui la regardait depuis le lit, encore faible mais attentive. « Mamie, vous n'êtes pas vraiment aveugle. Vos enfants vous ont donné un médicament qui vous a rendu confuse et vous a fait perdre la vue. » Amélie tenta de se débattre des mains des policiers et cria « C'est faux, maman! Je ne ferai jamais une chose pareille !» Mais Léna poursuivit, la voix tremblante mais décidée. « Le jour où je me suis cachée là-bas, je vous ai entendu. Marc a dit... » Les médicaments ont atteint leur effet maximal. Un silence pesant envahit la chambre. Léna prit une inspiration profonde et répéta la conversation mot pour mot. C'est le moment parfait pour faire signer les papiers à la vieille. Elle est confuse, faible. Le médecin a dit que la cécité est devenue totale. En plus, elle ne se souvient même plus de l'année où on est. Solange porta les mains à sa bouche, bouleversée. Léna continua. Et puis, Amélie s'est tournée vers son frère et a dit « Tu es un génie. Les documents de transfert de propriété sont déjà prêts. Je les ai laissés dans sa chambre. Il ne reste plus qu'à tamponner le doigt de la vieille. » Le souvenir fit frissonner Amélie. « Mensonge! Tout y est faux !» criait-elle, désespérée. Mais les paroles de Léna résonnèrent comme un coup de tonnerre. Solange, encore confuse, tenta s'asseoir sur le lit. Ses yeux, encore troubles, se remplirent de larmes. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez fait ça, tous les deux, dit-elle d'une voix tremblante. Les larmes commencèrent à couler. Mon propre fils a essayé de tuer une femme innocente, la mère de ma petite fille. Et ma fille, ma propre fille, s'est alliée à lui pour m'aveugler et me voler tout ce que j'ai. Elle inspira profondément et leva la main tremblante. Policier, emmenez ces deux monstres loin de moi. Je ne veux plus jamais les revoir. Ils ne sont plus mes enfants et je les déshérite. Les policiers obéirent. Marc et Amélie furent traînés hors de la chambre, en pleurs et en cris. Le cliquetis des menottes résonna dans le couloir, marquant la fin de l'enfer qu'avait vécu cette famille pendant tant d'années. Léna courut jusqu'à Solange et lui prit la main. Elles se serrèrent dans les bras, pleurant ensemble. La fillette, qui n'était autrefois qu'une amie des rues, découvrait maintenant qu'elle faisait partie de cette famille, une famille presque détruite par la cupidité. Le procès eut lieu quelques mois plus tard. Amélie fut condamnée à 30 ans de prison pour fraude et abus de faiblesse. Marc reçut la peine la plus lourde, la prison à perpétuité pour tentative de meurtre, violence sur femme, tentative de dissimulation de cadavres, fraude et abus de faiblesse. Pendant ce temps, Solange suivit un long traitement. Loin des faux médicaments que ses enfants lui donnaient, prétendant qu'il s'agissait de compléments, sa vue commença à s'améliorer. Sa mémoire aussi revint peu à peu. En larmes, elle prit Claire et Léna dans ses bras pour la première fois, avec pleine conscience. Je revois. Enfin, et maintenant je vois qui est vraiment ma famille, dit-elle, émue. Claire et Olivier se marièrent peu de temps après.
Ils bâtirent une vie simple mais pleine d'amour, aux côtés de Léna, qui, enfin, avait trouvé le foyer dont elle avait toujours rêvé. Solange, désormais rétablie, rédigea un nouveau testament. Elle légua tout à sa petite-fille, les entreprises, le manoir, les biens. Tout ce que j'ai construit sera à toi, Léna. Parce que tu es la seule à avoir vu la vérité quand moi, je ne le pouvais plus. Léna pleura, serrée contre sa grand-mère. Et dans les années qui suivirent, Solange consacra le reste de sa vie à profiter de la famille que le destin lui avait rendue, veillant sur Léna, la voyant grandir et sourire. Elle ne chercha plus jamais à reprendre contact avec Marc ni avec Amélie. Elle décida que le pardon, parfois, c'était le silence, et que la vraie richesse se trouvait dans ce nouveau foyer, là où l'amour, enfin, avait triomphé. Commentez Vision d'amour pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette histoire. Je mettrai un joli cœur sur votre commentaire. Et tout comme l'histoire de la petite Léna, j'ai une autre histoire bouleversante à vous raconter. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran, et je vous dis tout. Un grand bisou, et à très bientôt pour une nouvelle histoire émouvante.